Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. En Égypte, des associations de défense des droits de l'homme haussent le ton. Elles exhortent l'ONU à condamner les violations croissantes en Égypte. Le pays est depuis ce mercredi sur le banc des accusés et doit se justifier devant le Conseil des droits de l'homme. Au Zimbabwe, la bataille politique est ouverte en vue du congrès du ZANU-PF qui se tiendra mi-décembre. Nous verrons que Grace Mugabe, actuelle première dame du pays, affiche de plus en plus ouvertement ses ambitions. Et enfin, focus sur une énergie en pleine expansion au Rwanda. Le biogaz, nouvelle forme d'énergie renouvelable, entre progressivement dans le quotidien des Rwandais. Avec la mise en place du projet Flexi Biogaz, les habitants font des économies. En Égypte, les nombreux procès et peines de mort prononcés à l'encontre des frères musulmans inquiètent les associations de défense des droits de l'homme. Ces dernières réclament des enquêtes auprès de l'ONU. Parallèlement, suite aux nombreuses attaques terroristes essuyées par l'armée, les militaires gagnent la sympathie de nombreux Égyptiens. Ibrahim Ndiaye. L'Égypte sur le banc des accusés à l'Organisation des Nations Unies. Pour la première fois depuis le renversement du président Mohamed Morsi et l'arrivée du maréchal Abdel Fattah al-Sisi en juillet 2013, les autorités du Caire devront se justifier devant le Conseil des droits de l'homme. Plusieurs organisations pressent l'ONU de mener une enquête sur les crimes commis lors du coup d'État militaire. Au Caire, la capitale, les soutiens au maréchal al-Sisi se multiplient. Ce mardi, une manifestation était organisée en ce sens, car certains Égyptiens voient en lui le sauveur du pays. Nous sommes ici pour soutenir le gouvernement lui-même et le président. Nous voulons dire à tout le monde et la communauté internationale, plus les gens du pays, que nous soutenons toutes les décisions à venir faites par le président. Nous voulons une main de fer. Le poing du peuple est plus fort que la poigne de fer. Nous voulons dire à ceux de l'extérieur que nous sommes contre le terrorisme. Chacun d'entre nous, que ce soit le terrorisme interne ou externe à nos frontières. Le terrorisme qui fait peur aux gens est comme le cancer. Quand il va quelque part, il se répand. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour dire que le peuple égyptien est contre le terrorisme. Nous n'avons pas peur du terrorisme et le président doit prendre des décisions pour se débarrasser du terrorisme. Face à la menace terroriste dans le Sinaï, l'armée, qui a perdu le 24 octobre dernier 36 personnes dans un attentat, bénéficie d'une opinion publique favorable. Toutefois, les récentes offensives des autorités à l'égard des intellectuels et des universités foyers de contestation irritent les défenseurs des droits de l'homme. La menace est pressentie par la population comme une menace extérieure. De l'autre côté, à l'intérieur, il y a donc une campagne aussi d'arrestation des activistes politiques, mais aussi des opposants, et notamment les membres des frères musulmans. La police mène toujours ces pratiques de torture à l'intérieur des commissariats de police. Il y a des procès contre Alaa Abdel Fattah, et Ahmed Maher, les opposants et les figures emblématiques de la jeunesse de la place Tahrir. Il y a là un paradoxe entre les pratiques à l'intérieur de l'Égypte et l'image que l'Égypte essaie de montrer à la communauté internationale. D'après les organisations de défense des droits de l'homme, au moins 22 000 personnes ont été emprisonnées depuis le coup d'État militaire de juillet 2013. Des chiffres qui atteignent 41 000 selon le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux. La succession du président zimbabwéen Robert Mugabe à la tête du ZANU-PF est au cœur de l'actualité dans le pays. Les interrogations vont bon train sur le futur dirigeant du parti. Si aucun successeur n'a été désigné pour l'instant, certains avancent le nom de la première dame, Dame Grace Mugabe. Les précisions d'Ibrahim Ndiaye. La bataille pour la succession du président Robert Mugabe est lancée au sein de son parti, le ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au pouvoir depuis 1980, le chef de l'État, Robert Mugabe, n'a toujours pas désigné son successeur au sein de sa formation. Les spéculations vont bon train chez ses partisans sur les futurs candidats au poste. Parmi les noms évoqués figure celui de l'épouse du chef de l'État, Grace Mugabe, âgée de 49 ans. Robert Mugabe est un paradoxe dans la situation actuelle, car il est cause des crises multiples qui affectent le Zimbabwe et en particulier en termes de division du ZANU-PF. Mais il est aussi le ciment qui maintient le ZANU-PF. Et bien sûr, il est à craindre qu'une fois qu'il quittera la scène politique, que le parti aura du mal à rester uni. En effet, de nombreux analystes et observateurs estiment que les divisions au sein du parti sont si profondes qu'il commence à se replier sur lui-même. Nous assisterons à une nouvelle ère politique du mouvement de libération du Zimbabwe,
À l'heure actuelle, donc, le plus grand combat de Mugabe serait d'arriver à laisser derrière lui un parti intact dans le contexte où, au cours des 34 dernières années qu'il a passé au pouvoir, il a semé la division pour mieux régner. Au cours de la dernière campagne électorale, le président Robert Mugabe avait promis de créer 1 million d'emplois d'ici 2018, désenchantement pour de nombreux Zimbabwéens qui s'impatientent de la situation économique et de l'absence de visibilité quant à l'avenir du parti présidentiel. Le président doit agir rapidement avant que le ZANU-PF ne se disloque. Il doit nommer un successeur. S'il n'y en a pas, d'ailleurs le Zimbabwe n'appartient pas au ZANU-PF. Ils peuvent se rapprocher d'autres partis politiques et voir s'il y a des gens qui sont capables de diriger ce pays. Nous sommes fatigués de cette polarisation. Le dernier mandat du chef de l'État Robert Mugabe s'achève en 2018. Il aura alors 94 ans. Grace Mugabe est candidate au poste de présidente de la Ligue des femmes du parti au pouvoir, une fonction qui lui permettra de siéger au bureau politique du parti. Le ZANU-PF tiendra son congrès à la mi-décembre, un rendez-vous qui devrait permettre de désigner le nouveau leader du parti. Après les législatives, la Tunisie se prépare à élire son nouveau président. Parmi les candidats, une seule candidate, il s'agit de Kaltoum Kenou, qui se présente sous l'étiquette indépendante, son partisan, mais proche de la famille démocrate. Elle conçoit sa candidature comme celle d'une femme désireuse de mener son pays vers un avenir meilleur à travers des réformes et du travail, comme nous l'explique Marina Vanier. Sur 27 candidats à l'élection présidentielle du 23 novembre 2014 en Tunisie, seule une femme en lice. L'ancienne présidente de l'association tunisienne des magistrats, Kaltoum Kenou, se présente à la magistrature suprême comme candidate indépendante. Kaltoum Kenou séduit par son discours sérieux et crédible, loin de tout sentimentalisme ou populisme. Mais son passé militant pour l'indépendance de sa corporation, sous le régime de l'ancien président Ben Ali, joue également en sa faveur. Je pense convaincre les gens à travers mon programme, je vais les convaincre par mes actes, je vais les convaincre aujourd'hui. Le meilleur message que nous puissions renvoyer au reste du monde, c'est la présence d'une femme arabo-musulmane à la tête de la République. Elle n'est pas la seule à s'être annoncée candidate à l'élection présidentielle. D'autres comme Emna Mansour Karoui ou encore Badra Galou ont tenté de se présenter à la magistrature suprême, mais leurs dossiers n'ont finalement pas été acceptés par la commission électorale. Les femmes ont la compétence et la capacité, mais elles continuent de lutter. Lors des prochaines élections présidentielles, nous pourrions assister à une victoire féminine. La mentalité peut également changer parce que nous sommes sur la voie de la démocratie. Après la révolution de Jasmin en janvier 2011, nombreux sont les acteurs de la société civile qui avaient craint un recul dans les acquis de la femme tunisienne en raison de la victoire des islamistes des Nahda lors des élections du 23 octobre 2011. Si Kaltoum Kenou arrivait à passer le premier tour, cela marquerait un tournant majeur dans l'histoire de la politique tunisienne et arabe. Le biogaz est une nouvelle forme d'énergie renouvelable qui entre progressivement dans le quotidien des Rwandais habitant les zones rurales. Les populations de ces zones reculées trouvent que cette énergie est source d'économie, comme nous l'explique Idelette Maribissou. Faire cuire ces aliments à partir du biogaz au Rwanda, c'est désormais possible. Avec le projet Flexi Biogaz, les agriculteurs trouvent cette nouvelle technique économique. Depuis que j'ai reçu le Flexi Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai de la lumière et j'arrive à acheter de la nourriture ainsi que du sel. Je ne suis plus obligée d'acheter du bois ou de l'huile. L'argent que j'économise me sert à faire autre chose. Le biogaz est obtenu à partir de la fermentation des excréments des mammifères ruminants. À la fin du processus de fabrication, du gaz méthane prêt à utiliser est produit. Les populations formées pour la circonstance participent désormais à la chaîne de production de cette nouvelle forme d'énergie renouvelable dans les villages. Il est très facile à utiliser. Il faut juste une vache pour faire fonctionner ce flexi-biogaz, qui est facile à installer, à réparer et à entretenir. Vous obtenez assez de gaz pour la cuisine et la bouse de vache est un bon engrais pour votre ferme.
Le biogaz constitue une solution pour l'électrification rurale et la production d'énergie domestique dans les zones reculées en Afrique. Culture à présent annoncée comme la principale innovation de la 16e édition du Festi-Bikoutsi. La résidence de création musicale itinérante est arrivée à Yaoundé au Cameroun ce lundi. Pendant une dizaine de jours, les artistes venus du Sénégal, du Bénin et du Cameroun mettront ensemble leurs talents pour créer de nouvelles sonorités. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Ndombé. Après le Sénégal en 2013 et le Bénin en septembre 2014, c'est au tour du Cameroun d'accueillir la résidence de création musicale itinérante grâce au partenariat Festi-Bikoutsi Africa Fête. Organisé en marge de la 16e édition du Festival international des musiques bantoues, plus connu sous le nom de Festi-Bikoutsi, cet atelier a pour but de créer de nouvelles sonorités africaines. Pour les organisateurs, c'est l'occasion d'apporter plus de diversité à la musique africaine. Les Sénégalais vont chanter le Wolof dans le Bikoutsi, les Béninois de leur langue aussi dans le Bikoutsi. Je crois que pour nous, c'est tout bénef parce qu'en réalité, c'est des choses qu'on n'a pas vues ailleurs ou qu'on n'a pas vues avant au Cameroun. Donc nous venons là avec quelque chose de nouveau et nous espérons que ça va être pérenne parce que, bien évidemment, si on crée des musiques régulièrement dans ce style-là, on aura quelque chose de différent. Du côté des artistes participants à cet atelier, la motivation est grande. De la bonne musique, moi j'aime tout ce qui est bien fait. Parce qu'on a tendance à écouter n'importe quoi dehors. Je vais apporter du texte conscient qui va parler aussi à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse béninoise, à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse du monde, à la jeunesse africaine, pour leur demander de se lever, pour leur demander de jouer un rôle dans leur propre transformation, pour leur demander de dire non à l'injustice. Pendant 10 jours environ, de nombreux artistes venus du Bénin, du Sénégal et du Cameroun prendront part à cette résidence de création musicale. À l'issue de leurs travaux, 3 nouvelles chansons sur fond de Bikoutsi seront présentées au public de Yaoundé sur la scène du Festi-Bikoutsi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.